Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 5 mai déjà. Déjà le lundi 5 mai. On a quasiment fait la moitié de l'année. J'espère que vous en avez bien profité, que vos objectifs sont presque atteints, que vos investissements vont bien et bien entendu que vous êtes prêts pour l'été parce que au Québec, il dure pas longtemps, donc on en profite. Aujourd'hui, je suis tout seul sur Zoom, m'enregistre avec Zoom. J'avais pas le temps d'aller au studio. Si vous ne le saviez pas, j'ai une compagnie de piscine, ouverture, fermeture, réparation, entretien. Donc, je suis souvent là les week-ends en ce moment sont vraiment partagés avec les ouvertures de piscine, donc pas mal occupé. C'est pour ça que je ne pouvais pas aller au studio. Mais je tenais quand même à vous faire une petite revue des marchés, parler un petit peu aussi des marchés américains et autres, et un petit peu pas du frais de gestion, mais d'un 2% qui peut tout changer. Donc, allons-y comme ça. Premièrement, quand les gens me disent, mais Simon, je veux pas tout investir aux États-Unis, je peux pas mettre tout dans le S&P 500 parce que ça marchera pas, ça va tout... si ça plante, ça va planter. Et souvent, je donne le même exercice avec les gens. Je dis, bon, moi, je suis français, je suis né en France, j'ai habité 18 ans en France, ça fait maintenant 19 ans que je suis au Canada. Et je me dis, on part, vous et moi, et on s'en va en France. On s'en va à Paris, puis on fait un micro-trottoir. Et là, on leur dit, hey, gars, connaissez-vous le top 10? Parce que chaque pays a comme un top des compagnies qui pèsent le plus. Donc, le S&P 500, c'est les États-Unis, le TSX 60, c'est au Canada, le CAC 40, c'est en France, le DAX, c'est en Allemagne, etc., etc. Et là, on s'en va en France, vous et moi, et on dit aux Français, oui, bonjour, on prendra pas l'accent, mais vous avez compris. Et je leur dis, je vais te donner des compagnies, dis-moi, c'est des compagnies canadiennes, dis-moi si tu les connais, si tu les utilises. Et faites l'exercice avec moi. Donc, RBC, Shopify, TD, Enbridge, Brookfield, Constellation Software. Là, je viens de vous donner le top 6 du TSX 60, les compagnies qui pèsent le plus. Sur les 6, combien vous en connaissez, vous qui habitez au Canada, et combien utilisez-vous de ces compagnies-là? Je répète, RBC, Shopify, TD, Enbridge, Brookfield et Constellation Software. Maintenant, les mêmes Français, je leur dis oui, est-ce que maintenant vous connaissez Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google et Tesla? Il y a de fortes chances que non pas ils les connaissent, mais qu'en plus ils les utilisent. Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google et Tesla. Et maintenant, on repart avec un Français et on s'en vient ici au Canada, à Montréal, centre-ville, et on fait un micro-trottoir. Et on fait le même exercice, mais cette fois-ci avec le CAC 40, qui sont donc les 40 plus grosses compagnies valorisées en bourse en France. Je vais vous en donner quelques-unes du top 10. Hermès, donc c'est les sacs à main, personnellement je n'en utilise pas. LVMH, je connais mais je ne l'utilise pas. L'Oréal, je n'utilise pas. Airbus, Schneider, Sanofi, Essilor, Total, Air Liquide et Safran. Là, je vais vous donner le top 10 du CAC 40. Hermès, LVMH, L'Oréal, Airbus, Schneider, Sanofi, Essilor, Total, Air Liquide et Safran. Et là, on demanderait aux Montréalais combien t'en connais, ok, et combien t'en utilises. Ce serait très peu. Ce qu'il faut comprendre pourquoi quand on bâtit le portefeuille, on met toujours une pas mal plus grosse pondération dans le S&P 500 ou en tout cas le marché américain. Parce que c'est lui qui domine depuis des années et des années. Et on l'a vu, là, je vous ai donné donc 3 exemples, le CAC 40, le TSX 60 Canada et le S&P 500. Et on voit bien à quel point les États-Unis non seulement sont extrêmement connus, mais sont utilisés. Les business utilisent quand même tout ce qui est Microsoft, Google. Vous voyez, le top 6, là, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google, Tesla, c'est énorme. Faut savoir qu'il y a encore quelques années, Tesla était la voiture la plus vendue en Europe. Donc oui, le siège social lié aux États-Unis, mais c'est la voiture la plus vendue en Europe. Apple,
c'est une machine. Amazon, pareil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le poids économique des États-Unis, donc le produit intérieur brut, les États-Unis, ça représente 26% du poids économique mondial. Ça, c'était en 2023. Donc, ça fait que les États-Unis sont la plus grande économie au monde. Si vous voulez un peu déterminer ça, c'est qu'en fait, vous voyez comment je pourrais dire, le monde, l'économie mondiale comme une grosse tarte au sucre, avec un peu de sirop d'érable, et que les États-Unis, c'est comme si ils détiennent 26% de la tarte. Donc, un peu plus qu'un quart. Donc, $1 sur 4 qui est généré dans le monde provient de l'économie américaine. Donc, c'est pas parce que le S&P 500, c'est des compagnies qui sont basées aux États-Unis que ce sont des compagnies que leur revenu provient des États-Unis. Pour vous donner une petite idée, Coca-Cola, pour ne nommer que lui, 61% de ses ventes viennent hors des États-Unis. Donc, si j'achète du S&P 500 et Coke est dans le top 20 du S&P 500, je ne sais pas exactement combien il pèse, est-ce qu'on peut dire donc que 61% des revenus de Coke viennent ailleurs des États-Unis? Donc, est-ce qu'on peut dire que quand j'investis dans Coke, j'investis aux États-Unis? Si plus que la majorité, 61% vient d'ailleurs. Donc, c'est à savoir. 41% des revenus des entreprises du S&P 500 proviennent de l'étranger. Donc, quand j'achète du S&P 500, oui, j'achète des compagnies qui sont basées aux États-Unis, mais j'achète des compagnies qui sont internationales. Parce que quand on se monte un portefeuille, il y a des choix qu'on peut faire, mais les plus gros choix, c'est US, donc marché US ou S&P 500, on va dire US at large. On a le Canada, les pays émergents et les pays internationaux. Ensuite, certains vont rajouter des obligations, donc des dettes de compagnie ou des dettes de municipalités, pays, provinces. Et ensuite, vous pouvez avoir des secteurs en particulier. Donc, je pourrais acheter le secteur agricole, un petit peu du secteur bancaire canadien. Je pourrais acheter un petit peu du secteur énergétique canadien. Je pourrais acheter des dividendes, un fonds de dividendes américain ou mondial. Donc après, on peut parsemer un peu tout ça avec d'autres fonds sectoriels. Mais normalement, la base d'un portefeuille, quand on se le crée, c'est quelques choix US, Canada, international, émergent. Je répète souvent, les pays émergents, c'est donc la Chine, le Brésil, on a le Taïwan, on a l'Afrique du Sud, on a ce genre de pays-là. Et depuis des années maintenant, ils nous disent que les pays émergents, watch out, là, ça fait depuis 2013, tu vas voir, ça va exploser. Malheureusement, que nenni, ça ne fonctionne pas pour le moment, ça n'a pas encore explosé. Là, cette année, on a une belle année, mais est-ce que ça va continuer? On le sait pas. Donc, il y a aussi le coût d'opportunité qu'on appelle, c'est-à-dire chaque dollar que je mets dans les marchés émergents qui ne lèvent pas depuis des années, si je l'avais mis sur le marché US, ça aurait généré beaucoup. Et c'est là que je m'en viens pour vous parler du fameux 2% qui peut tout changer. On parle souvent, les gens qui prêchent un peu comme ma paroisse, que il faut pas investir avec un conseiller parce qu'il te prend 2% de frais de gestion, etc. Oui, mais non. Le rôle d'un conseiller n'est pas seulement de te faire des bons placements. Surtout qu'en plus, un conseiller en sécurité financière, c'est pas lui qui place ton argent, c'est un gestionnaire de portefeuille qui va s'en occuper. Donc lui, il est là pour prendre ton profil, remplir tes papiers, te vendre des assurances. Et après, c'est quelqu'un d'autre qui va placer ton argent. J'avais fait si vous aimez ça, le site gérezmieuxvotreargent.ca, il y a le calculateur d'intérêt composé. Et des fois, quand on se bâtit un portefeuille, on regarde les rendements passés. Évidemment, je peux pas regarder les rendements futurs. Je le sais, si les rendements passés ne sont pas garants du futur, mais ça donne quand même un bon indicateur. Et disons que, vous pouvez le faire avec vos propres chiffres, mais j'avais pris que tu as 30 000 de côté. Et tu mets $600 par mois pendant 25 ans. Ok, 600 $ par mois, si je le mets dans mon CELI, mais que, donc le CELI c'est une enveloppe, mais que je place rien, j'achète rien du tout, je vais avoir à la fin, dans 25 ans, 180 000. Maintenant, si je l'investis à un rendement de 3%,
le 180 000 devient 328 000. Et là, excusez-moi, disons que tu payes pas de frais de gestion. Les 2%, là, les 2,3, on enlève 2% de ça. Et donc, au lieu de 3, je fais 5%. C'est juste ce petit 2% là que j'ai pas payé à mon conseiller, mon 328, qui était originellement à 180 si j'avais pas fait de rendement, mon 328 devient 453. Les marchés font environ 8-10% depuis des décennies, donc à peu près 100 ans. Et il y a des fois des pourcentages, on le voit, mettons, je prends un marché international qui fait du 5, un marché émergent qui fait du 5%, puis là, je me dis, je vais aller dans un marché international qui fait du 8, ou un fonds tout en un qui me donne du 8-10%. Donc, c'est vrai que, à un moment donné, il faut enlever l'inflation, etc., mais on va rester dans ce qu'on peut, c'est-à-dire, on regarde un petit peu ici le fameux 8-10%. Donc, j'achète un tout en un avec des actions US, canadiennes, internationales et un peu des pays émergents. Habituellement, le US vient en majorité avec un peu de canadien, un tout petit peu d'international et encore moins d'émergents. On prend que mon fonds fait du 8%. Donc là, comme je disais, j'ai beaucoup de commentaires sur mon TikTok et tout que 8%, t'as vu ça où c'est ridicule, il y a personne qui fait du 8%. Eh ben malheureusement, oui, il y en a. Donc, ce qu'on fait, on prend le 8% et à 8%, mon 600$ par mois est rendu à 750 000. Imaginez le bon. Alors là, il y a encore l'autre vague. Là, on en a deux. On a les gens qui disent 750 000, ridicule, jamais tu pourras avoir ça. Et les autres, ils vont dire 750 000, c'est rien du tout. 750 000, dans 25 ans, ça vaudra plus rien. Mais je préfère avoir un 750 000 que zéro ou des dettes. Et si pour moi 750 000 c'est rien, j'ai juste à travailler un petit peu plus fort et qu'au lieu de mettre 600$ par mois, j'en ai 1000 tout simplement. Je me regroupe avec ma conjointe et je fais un petit peu plus. Donc, tout ça pour dire que quand vous bâtissez votre portefeuille, c'est quand même à prendre en considération c'est quoi mon rendement espéré, c'est quoi le rendement passé, puis c'est quoi mon rendement espéré. Puis il y a un truc important, c'est que c'est pas tout le monde qui veut avoir des centaines et des centaines de milliers ou 1 million ou 2 millions. Il y en a qui vont baser leur portefeuille pour dire, tu sais quoi, je sais, je vais avoir de l'immobilier un petit peu, j'ai un fonds de pension, mon REER, mon CELI. Tu sais, moi, je vise à 6%, je suis content. Parce que c'est vrai qu'on pense tous que tout le monde veut de l'argent, on pense tous que tout le monde veut faire des millions et des millions. Mais en fait, plus je parle à du monde de finance, plus j'ai des consultations, plus les gens me disent, tu sais quoi, ça c'est mon objectif. Puis je suis en masse correcte avec ça. Puis même si j'en avais plus, je serais pas plus heureux, je dépenserais pas plus, ce serait du superflu. J'en ai pas besoin, je suis déjà heureux, j'aime déjà ce que j'ai. Maintenant, si je passe à la revue des marchés, donc pour le mois d'avril, on est rendu au mois de mai, je voulais quand même vous en parler un petit peu. Ça a quand même été, on va dire, statu quo. Donc là, le S&P 500 est à 0, il a fait en un mois 0,7% pour le mois. Et depuis, je vais vous le dire depuis janvier, je vais ouvrir mon petit graphique parce que d'après moi, il y a un petit problème. J'ai mal calculé. Et depuis janvier, et où on était en janvier 2024, ouais, c'est ça, j'ai même pas fait d'erreur. Et depuis janvier, on a un moins 5,66%. Donc, on n'est même plus en zone de correction, là, moins 5% depuis janvier. Et le sommet historique était en février, c'est là que ça a commencé à chuter. On est à moins 8% du sommet. Donc, on est quand même très correct. Là. On est revenu à des choses, somme toute, très normales. Ensuite, le Nasdaq, on a fait 2,6% en un mois et on est à moins 8% depuis janvier. Le Bitcoin a fait un très très bon mois, donc le Bitcoin a pris 16,8% en un mois et on est en positif depuis janvier à 3,29%. TSX, donc les bourses du Canada, bourse de Toronto, bourse canadienne, statu quo, ça n'a pas levé, ça n'a pas descendu. Le CAC 40, on a fait moins 3% depuis donc la France, moins 3% pour un mois et l'or a fait
20,8% depuis le début de l'année, ce qui est beaucoup. Mais pour ce mois-ci, on était perdant avec moins 1,8% pour le mois. On a eu quelques secteurs clés qui ont bien fonctionné, donc les biens de consommation canadiens. On a fait 9% ce mois-ci. Donc énorme. On parle de Saputo, IGA, Loblaw, Métro, etc. 9% en un mois, ce qui est beaucoup. Les actions notables, je vous en parle rapidement. Google, 3,7% en un mois. Par contre, toujours en négatif depuis janvier à moins 16%. Netflix, qui nous a fait un mois de feu, à 23% pour le mois. Visa, depuis janvier, on est rendu à 8,7%. Pour ce mois-ci, c'était à peu près un 2%. Nvidia a remonté pour ce mois-ci à proche de 4%. Disney, c'est la chute libre, moins 6% et moins 18,5% depuis janvier. Tesla a bien remonté, on parle de 13% pour ce mois-ci et moins 27% depuis janvier, donc encore en négatif depuis year to date, depuis janvier, mais pas plus grave que ça. On a la compagnie Nike, donc qui va de mal en pis. On parle de moins 10% pour le mois et depuis janvier, la compagnie a perdu proche de 30%. Donc Nike devient très inquiétant. On est extrêmement loin du sommet historique. Je sais pas trop ce qui se passe, je me suis pas renseigné plus que ça, mais ça craint, ça fait peur. On parle de McDo avec 5% pour le mois et 10% depuis janvier. Donc les gens aiment le McDo. Costco, 8% en un mois. On a ici au Canada Air Canada qui a eu une bonne chute. Donc on parle depuis janvier de moins 37%, ce qui est une chute assez énorme. On a TELUS qui a fait 8% depuis janvier et 4% sur ce mois-ci. On a Palantir, que vous avez sûrement entendu parler si vous suivez un petit peu la bourse, qui avait vécu une chute énorme et qui est remonté là, 48% en un mois et 55% depuis janvier. Et je termine avec une compagnie de chez nous, Loblaw, qui a fait 14% pour le mois et qu'on est rendu à 17% depuis janvier. Donc c'est tout pour moi. À quoi s'attendre pour le prochain mois? J'en sais rien. C'est une bonne question. J'ai hâte de suivre ça. J'ai hâte de regarder mes graphiques. On a vraiment connu un gros pic. J'ai hâte de voir aussi Berkshire Hathaway, qui est la compagnie de Warren Buffett qu'on parle assez régulièrement, qui a annoncé sa retraite après 55 ans à la tête de Berkshire Hathaway, qui nous a donné du 19-20% année après année. Incroyable. Eh bien, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec son successeur et voir est-ce que l'action, je vais les voir d'ailleurs tout de suite, parce que ça peut être intéressant qu'on regarde ça ensemble. Donc aujourd'hui, le 5 mai, Berkshire Hathaway est à moins 5% aujourd'hui. Évidemment, quand il y a un changement à la tête, et vous voyez, donc ça c'est aujourd'hui on a moins 5%, mais vendredi, le 2, vendredi, c'est quoi on a dit? Vendredi, le 2, vendredi le 2, c'était le sommet historique. Donc, vous voyez, oui, on n'a pas du 5%, mais vendredi, on était dans un sommet historique où la compagnie a généré énormément de profits. Vous voyez, on en parlait, là, en un an, la compagnie a fait 26,80. Donc, c'est quand même énorme. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai maintenant des nouvelles aussi, programmes qui sont sortis, une formation sur le swing trading. C'est une introduction au swing trading. J'ai aussi un programme là pour les dettes. Donc, pour ceux qui le savent pas, j'ai été dans mon tout début vingtaine, très endetté, à cause et malgré moi. J'en parle d'ailleurs dans le programme de pourquoi j'ai été endetté et comment je m'en suis sorti plutôt bien. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre à tous vos messages. Et puis, on se revoit semaine prochaine ou dans 2 semaines pour un nouvel épisode. C'est sûr que là, avec toutes les piscines, etc., le temps manque un petit peu. C'est des petits coups à donner comme ça. Mais voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.